Elephant Island, ton dernier roman en date, et vient de paraître, enfin, paru cette année-ci. Que pourrais-tu nous en dire? Voilà. Ce que je peux en dire. J'aime bien l'histoire, comment il est né, sa jeunesse, voilà. Des hasards, d'un livre trouvé dans un meuble, acheté d'occasion. J'ai d'ailleurs une question à ce sujet-là. Ouais. Bonjour Luc, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, je ne pourrais pas être des vôtres. Ta compagne m'avait gentiment proposé d'animer cette petite rencontre littéraire, surprise. Mais voilà, je voulais quand même me manifester, être là, présent à ma manière. D'abord, te redire combien j'ai pris énormément de plaisir à lire ton roman, que j'ai trouvé très fort, émouvant, à la fois terre à terre, solaire, mais aussi au niveau de l'écriture, une énorme maturité, beaucoup de... à la fois le sens du mot juste, ciselé, poétique, c'était un vrai bonheur de te lire. Et donc voilà, si j'avais été là aujourd'hui, je t'aurais posé au moins 2 questions. Et la première de celles-ci, c'était de te demander finalement comment tu avais construit cette très belle relation entre Louis et Rose. Je trouve que c'est une des forces du livre, c'est cette fratrie un peu... avec cette complicité très forte dans l'adversité de l'un et de l'autre. Donc voilà, voir comment tu avais nourri ton travail d'écrivain à ce niveau-là pour construire cette fratrie. Et puis par ailleurs, j'avais une question un peu plus large sur le propos de ton livre, qui finalement, j'ai un peu le sentiment, touche à la question de la résilience au sens large. Finalement, ces enfants privés de leur amour maternel, confrontés à l'enfermement, à l'absence d'amour, de sécurité affective, qui sont en plus dans un contexte de guerre et qui finalement arrivent à malgré tout à rebondir quelque part. Donc voilà, je me demandais si c'était pas un peu aussi la toile de fond de ton livre, c'était pas ça, la résilience. Voilà, petite question, plus une réflexion aussi autour de ça. Voilà, je voulais vous souhaiter à tous une excellente soirée avec Luc Baba, te redire que aussi dans notre maison et parmi nos différentes choses glanées ça et là, il y a peut-être encore un petit meuble qui traîne avec dedans un livre mystérieux qui pourra peut-être t'inspirer ou te servir de guide ou pour un futur roman. Donc voilà, te dire qu'on va toujours prendre un café ensemble très prochainement et puis te souhaiter encore plein de bonnes choses pour ta carrière future d'écrivain qui est clairement pleine d'espoir. Voilà, merci et bonne soirée à tous. Voilà, donc c'est donc Hugues Dorzé qui te pose une question. Et tu parlais du meuble, donc c'est chez lui, je crois que... C'était sur une brocante, j'ai acheté un petit meuble sur une brocante à sa compagne, et lui que je n'avais pas reconnu. Et qui, en prenant mon nom pour livrer le meuble, m'a dit « Ah, mais oui, mais voilà, en fait, vous connaissez mon homme, Hugues Dorzé, qui est spécialisé dans la question de l'enfermement des mineurs. » Et donc, ce petit meuble, et malgré tout, il avait réussi à oublier un livre dedans, un livre sur le thème des prisons, qui évoque les prisons, que j'ai ouvert au hasard, et j'ai découvert qu'il existait en France des bagnes pour enfants encore dans les années 30, 1930. Et en disant ça, parce que je suis extrêmement sensible aux violences faites aux enfants, ça m'a retourné le cœur et j'ai senti que j'allais écrire quelque chose sur le sujet, quoi. Et donc j'ai commencé par lire, je l'ai appelé d'abord en disant « T'as oublié un bouquin, je peux te le rendre », et puis sachant que ça allait faire un roman, il m'a dit « Non, garde-le ». Et voilà, et puis en effet, du coup, le livre a fait son chemin à partir de là. Avec en effet parmi Rose et Louis, qui sont donc les 2 enfants dont je parle dans le bouquin. Rose et Louis qui se retrouvent orphelins de père, avec une mère qui ne sait pas assumer tous ses enfants, qui ne sait pas s'en charger, et donc qui met en dépôt, c'est les mots qu'on utilisait alors, Rose à l'orphelinat de Sainte-Barbe et le petit Louis
à l'orphelinat du Verre-à-Bois. Et les deux enfants vont vivre séparément et connaître des destins différents. Et donc, il a fallu que je travaille ça avec une grande feuille de colonnes, Rose, Louis, mettre en parallèle, voir comment ils évoluaient chacun aux différents âges de leur vie. Voilà, ce travail-là. Et lire énormément, enfin tout ce que j'ai pu trouver comme témoignage sur la vie au Verre-Bois ou à Sainte-Barbe au siècle dernier, début du siècle dernier. Et puis voilà, ça a suivi son chemin. C'est beaucoup de travail de découverte, de lecture, de prise de notes, construction d'un récit, ce que je n'ai pas fait souvent, même si ce n'est pas l'essentiel ici. Et puis en effet, Hugues parle de résilience, oui. C'est-à-dire que le petit Louis qui va se rendre compte que, je ne sais pas si c'est une vraie résilience, mais enfin en tout cas il va se rendre compte que la liberté ne suffit pas de la vouloir, il ne suffit pas qu'on nous la donne. Quand on a vécu enfermé et qu'on n'a pas appris enfant ce que ça voulait dire être libre, ça reste un combat, ça reste une deuxième guerre à vivre, et il ne s'en sort pas très bien. Sauf que pour lui, il y aura... c'est un lien avec ma vie aussi, il y aura l'écriture, quoi. Et le métier de journaliste. Et à travers l'écriture et le métier de journaliste, il va tenter d'alerter sur ce qui se passe dans ces bagnes et dans les maisons de correction. Quant à sa sœur, Rose, elle va souhaiter rester dans l'orphelinat pour s'occuper des filles qui vont lui succéder. C'est-à-dire qu'elle sent bien que sa liberté va avoir du mal à en faire quelque chose, et ce qu'elle choisit, c'est de rester là, de devenir sœur, et de s'occuper des filles qui lui succèdent à l'orphelinat. Et Louis va tenter de l'en dissuader parce qu'il se sent tellement seul et que ce serait tellement plus facile s'il était à ses côtés, si elle pouvait aussi l'emmener, le tenir par la main comme avant, comme quand ils étaient enfants, et puis l'aider à trouver son chemin vers la liberté. Les deux sentiers parallèles des deux personnages, des deux enfants. C'est aussi un changement d'éditeur, puisque là tu es publié aux éditions Belfond. Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, finalement? C'est-à-dire qu'il y a eu plus de promotion, plus de radio, plus de télé, plus de journaux, plus de ventes, plus de visibilité. Voilà. Mais et puis ça m'a permis de découvrir un monde, parce qu'ici on est chez un éditeur parisien qui est pignon sur rue, donc c'est un autre monde. Voilà, mais c'est tout. Oui, c'est tout. Si, ce qui se passe, c'est que j'ai eu une éditrice formidable, Magali Branon, mais qui n'est plus chez Belfond maintenant, et qui a fait un travail de relecture que je n'avais jamais eu avant. Donc elle a vraiment fait son boulot d'une manière extraordinaire, qui a permis au bouquin d'être poussé dans ses retranchements. Donc elle m'avait écrit une lettre dithyrambique sur le bouquin, d'abord, un courriel bourré d'éloges, et puis quand je suis allé à Paris pour signer le contrat, elle avait le manuscrit sous les yeux, elle m'a redit tout le bien qu'elle pensait du roman, et puis elle m'a dit maintenant on va travailler, et elle a pris une page à la fois, elle s'en tient ici, tel chapitre, tel personnage, puis il manque quelque chose là. Et je suis reparti avec la conscience d'avoir reçu quelque chose, un cadeau extraordinaire, parce que on a besoin de ça quand on écrit. Et donc elle a réussi à m'apporter en quelques notes ce dont j'avais besoin pour aller plus loin, pour que le roman soit plus abouti, pour qu'on ne perde pas de vue tel personnage, qu'on sache bien où Louis en est dans sa vie, etc. Et puis travailler sur des détails, sur les virgules, sur des choses qui ont l'air d'être des détails, mais qui rendent la fluidité du texte, etc. Voilà, donc ça oui, c'était ce travail-là, de cette éditrice en particulier. Voilà. Voilà ce que ça m'a apporté, et puis donc des rencontres aussi. Je pensais à ce monsieur, la Georges Courtois, que j'ai rencontré aussi autour de ce bouquin en Bretagne. Georges Courtois, qui est donc le monsieur qui a pris en otage le tribunal de Nantes en 1985, qui a vécu l'essentiel de sa vie en prison, puis entre les coups il braquait des banques. Et donc moi je l'ai rencontré, là il est retraité du grand banditisme, et pas repenti, il m'a bien dit qu'il n'était pas repenti, mais juste retraité.
Et voilà, je l'avais rencontré, et il a connu, lui, tout ça, il a connu ces centres de détention pour mineurs qui l'ont bousillé, quoi, très jeune, qui ont fait que lui, il est parti sur un chemin qui n'est pas du tout le chemin du Pioui, c'est le chemin du banditisme. Il a voulu donner une gifle à la France, comme il l'avait dit. Là. Et alors, c'est un moment que je n'oublie pas, c'est quand il avait posé sa main sur le bouquin, sur la table, la grande table de la maison d'hôte à Quimperlé. Et sur sa main, il y avait le tatouage en fait, le négatif de l'oiseau qui est sur la couverture du livre. Et donc c'était très très étrange de voir la main de ce monsieur là posée sur le bouquin avec le même oiseau à l'envers. Voilà, donc il a remarqué ça aussi, et puis il a lu la 4e couverture et il m'a dit, mais moi j'ai connu, c'est ce que j'ai connu, mais ça c'est ma vie. Ça. Et donc voilà, on a échangé sur le thème. Des rencontres, voilà, c'est des rencontres que le livre permet, et c'est ce que l'écriture peut-être me donne de plus beau, c'est des rencontres qu'elle permet. Quoi. Alors j'ai une question d'un ami commun qui va la poser. Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous. Je me dois de parler sous le sceau de l'anonymat puisque, voilà, je l'ai deviné, Luc Baba est un menteur. En effet, je suis allée sur Google Translate où j'ai pu constater que Elephant Island, ça veut dire l'île aux éléphants. Et j'ai eu beau chercher dans son roman nulle trace d'une île avec des éléphants. Moi, je m'attendais à une histoire d'éléphants avec des Amazones, avec de la forêt, avec des éléphants prisonniers sur une île qui essaient de s'échapper en construisant un radeau avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. Eh bien non, pas du tout. Alors voilà, j'aurais voulu savoir si Luc Baba se rend bien compte à quel point il est un menteur. Et si à ce train-là, bah, vous imaginez bien que si tous les autres écrivains avaient fonctionné comme lui, ma foi, le vieil homme et la mer se dérouleraient dans les Alpes. Du côté de Siessoine n'aurait rien à voir avec l'industrie des conserves de saucisses TV. Et pire encore, peut-être que le fléau de Stephen King parlerait tout simplement d'une jeune fille qui a un problème avec sa brosse à dents. Voilà, donc je voudrais savoir si Luc Baba se rend compte à quel point il est un menteur et non pas un écrivain. Oui, je m'excuse. Non, c'est bien parce qu'il pose de sa façon la question du titre, voilà, avec sa folie, là, et c'est bien, voilà, Elephant Island, pas d'éléphant. Et pourquoi ce titre alors? Pourquoi ce titre? Alors, vous voyez, donc, ça je pense que ça sonne bien. Non, en fait, c'est une invitation au voyage, et c'est vrai que c'est un mensonge, c'est une invitation au voyage. Si on voit juste le titre, on se dit, ah tiens, une île, éléphant, en effet, ça évoque l'évasion. Et donc c'est un contre-pied, je mets bien ce contre-pied par rapport au thème du livre, en sachant qu'en fait, il est quand même, Elephant Island apparaît quand même, parce qu'on découvre dans le bouquin un monsieur qui s'appelle Henri Métivier, qui aurait dû se trouver sur le bateau d'Ernest Shackleton, qui est, lui, explorateur, comme aurait voulu être Louis, et qui se retrouve coincé dans les glaces de l'Atlantique, à laisser son équipage sur une île, Elephant Island, pour aller chercher du secours. Donc il est quand même... voilà. Et l'île, quand on la regarde de loin, a une forme d'éléphant comme ça, plutôt d'un éléphant, c'est cette histoire. Et donc, pourquoi j'ai mis les deux histoires en parallèle? Parce que quand les mecs se sont retrouvés sur l'île, là, c'était en 1915, ils ont été sauvés par cet homme, par Ernest Shackleton, on est dans le réel. Et donc ils ont pu retrouver la terre ferme, et puis quand ils ont retrouvé la terre, on leur a dit que la guerre n'était pas finie, ils ont dû prendre un fusil et partir à la guerre. Et quand ils étaient sur cette île, dans le froid, des températures de moins 30, moins 40 degrés, à manger les quelques manchots qui se trouvaient, ben, ils sont devenus fous, ils ont perdu la raison. Et l'un des hommes, Thomas MacLeod, parlait à un enfant imaginaire entre deux rochers comme ça. Voilà. Et
Et ben on voit c'est ça le parallèle avec le petit Louis qui se retrouve à l'orphelinat, et puis quand il sort, il apprend que la guerre n'est pas finie. Sa guerre à lui n'est pas finie parce qu'il va devoir... On lui dit qu'il est libre, mais il n'est pas encore. C'est un nouveau combat. Donc j'aimais bien ce lien, en sachant que d'un côté il y a un enfer qui est choisi par les hommes, c'est-à-dire que Ernest Shackleton et son équipage choisissent d'aller en Antarctique, d'affronter les glaces, et d'affronter cet enfer, alors que le petit Louis c'est juste un môme qui est placé par des hommes dans un autre enfer qui est bien pire, et qui va l'abîmer, quoi. Voilà, merci Christophe d'avoir posé la question. J'aime bien les fausses pistes, les titres un peu en contre-pied, ou en tout cas qui donnent l'apparence d'un contre-pied, mais qui sont tout à fait en lien avec les thèmes finalement.